Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire, notre webinaire hebdomadaire qu'on vous amène chaque semaine sur les questions qui touchent l'entrepreneuriat. Je suis Rose Cathy-Handy, je suis directrice générale à Connecture Canada et il me fait plaisir de vous accueillir ici. Mon rôle est souvent vraiment juste d'introduire, d'introduire la présentatrice qu'on a aujourd'hui. Chaque semaine, on amène un spécialiste ou une spécialiste pour vous présenter une question particulière sur les questions d'entrepreneuriat. Vous connaissez notre programme d'entrepreneuriat qui est le programme ISOR. Ben, si vous ne le connaissez pas, c'est le programme ISOR. C'est un programme qui offre vraiment tout un ensemble de services aux entrepreneurs, de l'accompagnement individualisé, la connexion à tout un réseau de partenaires qui peuvent vous offrir beaucoup de services et de ressources. Et aussi, il y a un site afrisec.com où vous pouvez vous inscrire et puis pouvoir être présent comme entrepreneur. On vous encourage vraiment à utiliser tous les services qu'on offre. Et une autre chose dont c'est vraiment toute cette série d'éducation sur les questions qui touchent l'entrepreneuriat. Chaque semaine, on a un thème. Le mardi, on est live et puis on replay le jeudi et puis le samedi. Si vous avez raté quelque chose aujourd'hui, vous pouvez juste vous réinscrire pour jeudi ou samedi, comme ça vous pouvez réécouter. Sinon, une semaine, 2 semaines après, on les rend disponibles sur YouTube. Mais une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès au replay ici tout le temps. Il faut juste utiliser le lien que vous allez recevoir. Alors, sans plus tarder, il me fait plaisir aujourd'hui vraiment d'introduire notre présentatrice et elle est vraiment spécialiste au niveau du développement des plateformes technologiques et développement surtout des applications et des logiciels. C'est Madame Edith Taki qui est CEO de Altimex Consulting. Et c'est vraiment une boîte qui offre beaucoup de solutions à des corporations, aussi à des individus. Alors, je vous prie de l'accueillir aujourd'hui qui va vous parler de la création d'une application. C'est très important et je pense que c'est l'avenir pour les entrepreneurs parce que maintenant, et surtout le COVID aussi est arrivé à augmenter encore l'importance de ça parce que les gens ont eu à communiquer avec les fournisseurs, avec leurs clients, avec le personnel à distance et aussi il y a que parfois pour augmenter la productivité, la performance, il y a des petites solutions de communication, des petites solutions de gestion, des petites solutions. Il faut pas toujours penser grosses applications comme Facebook ou Twitter, mais même si c'est ça que vous voulez faire, hey, vous allez apprendre. Mais c'est aussi des petites applications dont on a besoin pour essayer de coller un petit peu son opération, rendre son opération plus efficace. Donc, c'est tout ça qu'elle va vous aider à naviguer pour comprendre comment. D'abord, il faut y penser. Comment il faut y penser? Et puis, maintenant, si vous en pensez, comment vous pouvez faire en sorte que ça se réalise? Alors, sans plus tarder, c'est à toi la piste. Merci Rose. Amuse-toi bien. Merci Rose, merci. Belle présentation du sujet, de tout. Je crois que tu maîtrises déjà tout ça. Merci d'être avec nous. Alors, bonjour à tous. Ravi de pouvoir vous présenter aujourd'hui alors comment créer une application pour son entreprise. Donc, la présentation va être pas mal interactive si vous réagissez, si vous posez des questions. Donc, moi, je vous inviterai à poser des questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Si quelque chose a besoin d'être clarifié, arrêtez-moi tout de suite et qu'on communique, qu'on échange, que ce soit une discussion libre qui nous permette en fait de définir ensemble ce que nous voulons et puis d'atteindre nos objectifs. Voilà. J'espère ne pas être la seule à parler. Donc, je me présente, Rose l'a plus ou moins fait. Donc, je suis Edith Taki. Je suis consultante fonctionnelle donc en informatique. Je travaille au développement, à la mise en place d'une stratégie et au développement d'applications web. Et je suis aussi analyste quality assurance.
Donc, quand le logiciel est développé, je m'assure justement de la qualité avant qu'il ne passe en production ou qu'il ne soit livré au client final. Donc, pour assister les petites entreprises dans leurs défis technologiques, justement, j'ai fondé Altimes Consulting and Services pour offrir un ensemble de petits services qui font que la technologie devient pour votre entreprise un outil, un allié, plutôt qu'il soit pénible, que ce soit un problème qui vous ralentisse. Moi, je vais vous apporter en fait toute la technologie dont vous avez besoin avec mon entreprise, avec mes consultants, pour vous permettre à vous d'être optimal dans ce que vous avez à faire et de vous concentrer sur votre cœur de métier. Alors aujourd'hui, on va parler du développement d'applications. Comment nous allons aborder ce sujet-là? Donc, développer une application pour son entreprise. Où nous en sommes aujourd'hui avec ça? Quel est l'état de l'art là-dessus? Nous allons ensemble définir ce que c'est qu'une application, parce que on entend beaucoup de termes. Donc, il faut pouvoir situer ce que c'est réellement une application et est-ce que toutes les entreprises ont besoin d'une application? Est-ce que mon entreprise en particulier a besoin d'une application? Si oui, comment créer donc cette application-là? Et on aura une autre phase de questions, discussion libre, je vais dire, à la fin, en fonction de vos réactions et de vos interactions. Est-ce que tout va bien jusque-là? Oui, ok, je suppose. Alors, donc pour introduire le sujet un peu, je veux présenter l'état aujourd'hui le besoin d'application dans une entreprise. Donc, on l'a vu, la plupart des entreprises et des grosses entreprises ont des applications en ligne et même des applications mobiles. Est-ce un phénomène de mode? Est-ce la tendance? Donc, nous allons essayer de le définir tous. Moi, j'ai pas la réponse. Vous allez m'y aider. Et parce que l'application, elle sert une entreprise. L'entreprise en a besoin, mais de quel type d'application et comment est-ce que l'entreprise peut tirer profit, tirer avantage d'une application? Donc, je vais vous lancer une petite question. Alors, je ne sais pas si vous l'avez d'afficher. Une application est un logiciel, oui ou non? Qu'est-ce qu'une application? OK. Alors non, une application n'est pas un logiciel à 66% et oui, à 33%, une application est un logiciel. Alors, je vais pas trancher. Je vais juste essayer de définir avec vous ce que c'est qu'une application. Et on aura la réponse donc à notre sondage. Donc, une application est aussi appelée un logiciel applicatif. Alors, on a plus ou moins un élément de réponse là. C'est un logiciel applicatif et c'est un ensemble de programmes qui permettent certains traitements. On entend le terme logiciel beaucoup plus pour les logiciels système. Comme le système d'exploitation, par exemple, Windows ou Mac, c'est un système d'exploitation, c'est un logiciel. Une application, c'est un logiciel applicatif, donc un logiciel qui va apporter une fonctionnalité particulière. On entend aussi le terme de progiciel. Donc, le progiciel qui est un ensemble d'applications qui fonctionnent plus ou moins ensemble. Donc, quand je dis une application est un ensemble de programmes, alors le programme, il est écrit pour un besoin spécifique. Donc, quand on entend programme, on pense plus développeur, on pense au code, mais c'est exactement cela. Donc, à la base, il y a certainement des développeurs, il y a du code, et donc c'est un programme qui répond à un besoin spécifique.
On entend aussi donc application web. Application web, site web. Est-ce qu'un site web est une application web? Ça pourrait être l'objet d'une autre question. Est-ce qu'un site web, selon vous, est une application web? Vous pouvez l'écrire dans le chat. Alors, le site web présente de manière statique des informations. Donc, au site web, on peut rajouter une application web pour créer l'interaction avec le client. Donc, une application web a des pages d'un site web. Un site web communique avec une application web. Et un site web, s'il est complet, s'il a beaucoup de fonctions, qu'il ajoute l'interaction avec le client, ben, c'est une application web. On entend aussi parler de logiciel en tant que service, ou SaaS, pour le terme anglophone Software as a Service. Donc, c'est un type d'application ou de logiciel qu'on n'installe pas chez soi, donc qui est en ligne, qui est disponible chez le fournisseur et dont on ne paye que l'utilisation. Donc, je m'inscris pour utiliser les services de Salesforce, par exemple. Je vais payer ce que je vais consommer. Donc, c'est le logiciel en tant que service. Et le plus courant aujourd'hui, donc, c'est les applications mobiles. On entend et on voit donc une multitude d'applications mobiles, plus l'évolution des mobiles, l'utilisation des mobiles fait que ben, de plus en plus, les entreprises vont rejoindre leurs clients avec des applications mobiles. Donc, avec tout ce qu'on a, avec toute cette panoplie d'applications, quel type d'application on utiliserait pour quel secteur? Est-ce qu'on a des applications spécifiques à un secteur particulier? Ben oui et non. Il y a des applications qui sont plus générales, qui seraient utilisées partout, des applications de gestion, par exemple. Mais des applications sont spécifiques au métier par rapport à l'utilisation qu'on pourrait en faire. Donc, dans la distribution, la logistique, on aurait des applications, par exemple, de suivi. On aurait des applications de gestion de stock, de gestion d'approvisionnement. Dans la vente et le marketing, on a des outils de marketing numérique qui permettent de cibler la clientèle, de leur envoyer des messages spécifiques à eux. On a aussi des plateformes de commerce électronique qui permettent de vendre en ligne. Dans la fabrication et la production, on a des applications qui permettent la surveillance en temps réel d'une chaîne de production. On a des imprimantes en 3D qui permettent aujourd'hui même de construire des maisons. Donc, les applications évoluent et les applications s'adaptent au métier. Donc, les applications de gestion qui peuvent être utilisées par la plupart des entreprises en général, ce pourraient être des applications de gestion de ressources humaines, donc le ERP, donc Enterprise Resource Planning, qui est donc un logiciel qui intègre plusieurs applications pour permettre à une entreprise d'être efficace et donc qui permet de gérer la communication entre les différents métiers d'une entreprise. Et les logiciels de CRM ou de GRC, de gestion de la relation client, qui permettraient donc à une entreprise de suivre ses clients, de les catégoriser, de leur offrir donc une solution adaptée à chacun en fonction de son profil. Alors, si je prends un créateur de bijoux, que je me pose la question de savoir quelle application pour ce secteur de création de bijoux. Donc, de quelle application un créateur de bijoux aurait besoin, selon vous? On peut l'écrire dans le chat.
ne cherchez pas des solutions compliquées ou toutes faites. Répondez juste comme vous le sentez, selon vous. Voilà. De quelle application? Je crée des bijoux. De quoi je peux avoir besoin comme application? De quel type d'application ou quelle application spécifiquement pourrait m'être utile? Ok, je vais passer à la prochaine question et on va les analyser ensemble. Alors, un autre type de business, d'entreprise là, donc un vendeur de séries limitées de paires de baskets de marque. Alors lui, de quelle application aurait-il besoin? Donc on a les deux cas qui vont nous permettre un peu de définir ce qu'on peut avoir comme application spécifique en fonction du besoin de la clientèle ou du besoin de l'entreprise elle-même. La créatrice de bijoux, si elle a atteint un chiffre d'affaires conséquent, qu'elle a beaucoup de commandes, qu'elle a déjà défini ses modèles et que ces modèles-là n'évoluent pas tellement ou sont très, très prisés et demandés qu'après elle peut les customiser, etc. Au lieu de rester au stade de création artistique manuelle, ben, elle peut avoir recours à une imprimante 3D, par exemple. Vu que les imprimantes 3D permettent de créer des designs avec des coupes géométriques, en fonction de ce qu'elle veut, elle peut utiliser une imprimante 3D. Au-delà de cette création donc en masse et d'emmener le numérique même dans sa création, dans sa production, elle peut continuer à produire manuellement, mais alors distribuer par différents canaux. Avoir un site internet avec une solution de e-commerce qui lui permet de vendre en ligne, qui lui permet d'être proche de ses clients et qui permet aux clients effectivement de pouvoir choisir des variantes du produit en spécifiant la couleur qu'ils veulent, le modèle ou peut-être en allant graver des informations spécifiques à eux sur le bijou. Comme si elle n'a pas les moyens pour toucher une grande masse de clients. Parce que quand je crée mon site Internet, ben c'est à moi d'y emmener des clients. C'est à moi de mener une campagne marketing efficace qui fait que je touche à beaucoup de clients. Alors, si on se retrouve dans ce cadre-là, que je crée, j'ai un stock important, j'ai plusieurs produits, plusieurs déclinaisons de mes produits, alors je ne peux pas à moi tout seul avec mon site, sans autre forme de canal, sans autre partenariat, réussir à distribuer tout le stock que j'ai. En ce moment-là, la créatrice de bijoux pourrait faire appel à des plateformes comme Amazon. C'est des distributeurs mondiaux. Ils ont avec eux une clientèle variée et grande dont elle bénéficierait contre une rémunération qu'elle aurait à payer. Donc, elle perd une partie de son chiffre, certes, mais ce n'est pas tellement une perte. Tout est une question de calcul, d'équilibre et pour se retrouver un peu, pour savoir, OK, moi, j'ai pas de clients. Amazon peut m'apporter des clients. Alors, je vais redistribuer via Amazon. Alors, j'accepte de payer une marge à Amazon et en jouant avec la quantité que je vais pouvoir vendre là, finalement, je vais vendre plus et je vais me retrouver avec un bénéfice conséquent. Si je prends le vendeur de série limitée, donc,
le type de clientèle visée ici, en général, c'est des jeunes, beaucoup de jeunes, 15 à 30 ans. Ils sont très intéressés par les marques, par certaines marques en particulier. Ils ont besoin de différenciation et même de la clientèle adulte aussi. Mais le besoin le plus important ici, dans les éditions limitées, c'est le besoin de différenciation. Je veux avoir des choses à moi, des choses uniques. Pourquoi Nike ne fabrique pas un nouveau modèle en série, en quantité illimitée, à la demande, chaque fois qu'on a besoin, ils en créent? Non, ils créent le besoin en créant des éditions limitées parce que ils savent que ça fait vendre. Et alors, comment celui qui vend des baskets comme ça en série limitée, comment il peut toucher cette clientèle jeune? Alors, pour lui, ce qu'on voit qui paraît un peu évident, c'est que ce serait bien qu'il ait une application mobile. Parce que ces clients-là, ils sont connus. Il sait comment les rejoindre. Ils pourront avoir un compte chez lui, avoir l'information. Ils ont besoin d'être informés de ses ventes privées. Il a besoin d'accéder directement à ses clients, d'être en contact permanent avec eux pour les entretenir de ce qu'il va sortir, de ce qui est déjà sorti, de ce qui va se faire, de ce qui, de la tendance. Et dans une semaine, on aura telle vente privée. Et alors, ils sont prêts comme dans la vraie vie, dans la réalité, où on s'aligne devant les magasins pour attendre parce qu'on sait que cette série-là, cette édition, elle est limitée. Alors, je veux être parmi les premiers pour être sûr d'avoir ma paire à moi. Et on est prêt à payer le prix pour. Donc, dans ce cas de figure, oui, une application mobile serait un bon investissement pour lui parce que c'est la manière la plus évidente pour lui d'accéder à la clientèle qu'il vise avec les ventes de chaussures, de baskets de marque et en édition limitée. Ce qu'on remarque donc, c'est que l'approche, la stratégie donc des entreprises intègre aujourd'hui le numérique dès le début, je pourrais dire. La stratégie d'affaires d'une entreprise a beaucoup évolué vers le numérique parce qu'on s'est rendu compte que l'approche traditionnelle qui considérait l'informatique, donc les technologies de l'information, comme on voit là, ici, dans les stratégies fonctionnelles. Donc, les technologies de l'information étaient utilisées comme une fonction de l'organisation pour exécuter des tâches opérationnelles au même niveau que les finances, etc. pouvaient le faire, les ventes et marketing. Donc, aujourd'hui, la stratégie numérique occupe un pavé entier à lui tout seul et est considérée en dehors des opérations d'une entreprise. Et le constat est fait que les entreprises qui ont des initiatives technologiques avancent, sont plus proches de leurs clients parce qu'ils réussissent à mettre en œuvre des solutions justement pour se rapprocher plus de leurs clients et pour répondre mieux aux besoins de leurs clients. Cela dit, est-ce que toutes les entreprises ont besoin d'une application spécifique à eux? Est-ce que toutes les entreprises utilisent des applications? Et est-ce que avoir une application est un facteur important dans ma stratégie d'entreprise, dans ma stratégie de développement et d'évolution? Donc, en me basant sur un rapport récent qui montre en fait l'utilisation des applications dans les entreprises, il apparaît que des applications mobiles surtout, il apparaît que 82% du temps des utilisateurs est passé sur les médias et donc mobiles, sur des applications web qu'ils consultent depuis leur téléphone mobile ou sur des applications mobiles. Et donc, ils sont sur leur téléphone, ils ont accès à des applications, ce qui est très spécifique, mais ils ont accès à des sites Internet aussi. Et la plupart des propriétaires donc de smartphones
utilisent le téléphone pour leur routine. Je cherche un trajet, j'utilise mon téléphone. Le téléphone est présent dès le début de la journée. Alors, en tant qu'entrepreneur, je me dis, ben, si c'est l'outil que tout le monde utilise, il faut que moi, je l'intègre dans ma stratégie. Il faut que ce que je propose soit disponible sur cette plateforme. Parce que du coup, c'est une plateforme qui apparaît incontournable. Comment je peux m'en passer? Mais il faut se poser les bonnes questions. De quoi ai-je besoin vraiment pour mon entreprise? Est-ce que je vais suivre la mode? Je vais suivre tout le monde et tout de suite chercher à me faire développer une application pour mon entreprise? Ai-je besoin d'une application au stade de démarrage de mon entreprise? Est-ce que je dois l'intégrer tout de suite dans ma stratégie? Est-ce qu'une application est le seul moyen de communiquer avec mes clients? Et je dirais non pour démarrer. Non pour démarrer parce que une entreprise qui démarre, bon, si c'est une entreprise qui vend des produits physiques ou qui a une présence physique avec ses clients, elle a une boutique. Et la vitrine de sa boutique, c'est la première chose que le client y voit. C'est le premier contact avec le client. Alors, la vitrine, dans le monde numérique, dans le monde digital, ben, c'est le site web de l'entreprise. Donc, la première application dont une entreprise a besoin, c'est un site web. Et ce site web pourra suffire pour certains types d'entreprises, pour gérer ma relation avec mes clients, pour vendre mes produits, à partir du moment où j'en fais une application web en y ajoutant des fonctionnalités nécessaires à mon métier, nécessaires pour faire avancer mon business, nécessaires pour optimiser mes process. Et donc, le site web, c'est la vitrine principale de votre entreprise. Parce qu'il permet de présenter l'entreprise, il permet d'attirer les visiteurs, des clients. Si je pousse plus loin, je peux même aller obtenir la rétroaction des visiteurs de mon site en mettant des petits sondages, des formulaires pour leur demander ce qu'ils pensent de mon site. Est-ce qu'ils aimeraient plus d'images? Est-ce qu'ils aimeraient plus d'informations sur les produits que je présente ou sur les services que je propose? Et le client va m'aider, va me guider dans la manière que moi, je vais utiliser pour le rejoindre. Et moi, en travaillant ainsi sur mon entreprise et sur les outils de base que j'ai, je vais réussir à convertir ces visiteurs-là en acheteurs de mes services, en acheteurs de mes produits. À ce stade, je n'ai pas besoin d'une application mobile. Parce que l'application, il faut que les clients, ils la connaissent, il faut en faire la promotion quelque part. Et la promotion, elle va partir de mon site Internet. Et donc, mon site Internet, c'est mon élément de base. Après, je peux y ajouter des fonctions pour optimiser ma relation avec mes clients, pour optimiser mes ventes. OK? Je peux décider que mon site Internet, ce sera un site de e-commerce parce que je veux vendre des produits. Même j'ai des services, je veux les vendre sur mon site. Je ne veux pas que donner des informations et attendre que le client, après, m'envoie un courriel pour que je lui envoie ma tarification et que derrière, il regarde les différents produits, il en choisisse un et que il me ramène maintenant, OK, je vais acheter le produit, qu'est-ce que je fais? OK, tu peux me faire un Interact, tu peux me payer par chèque et qu'après, je lui expédie mon produit final. Mon site web peut devenir une application web. Donc, ce sera une application dans la mesure où j'aurai rajouté une interaction avec mon client. Ne serait-ce qu'un formulaire de contact, c'est déjà une interaction avec mon client. Plutôt que mon site soit un site vitrine, juste avec des informations, mon adresse de courriel et mon numéro de téléphone, pour que le client derrière, il m'appelle pour me poser des questions ou alors il m'envoie un mail pour poser des questions, que la secrétaire ou l'assistante qui s'en charge enregistre le message
dans un document quelque part et qu'après, on n'ait plus trace, je garde ces informations-là en ajoutant un formulaire sur mon site Internet. Le client va se connecter dans la section contact, il a un formulaire de contact. Il va remplir. À moi de rendre mon formulaire de contact assez dynamique, assez pertinent pour mon activité future, pour ce que je vais faire des données que je récolte. Mon formulaire de contact peut être standard, comme tous les formulaires qu'on voit sur Internet. Nom, email, votre message. Des fois, on demande même l'objet. OK. Objet et message. OK, je rentre mes informations et puis j'envoie. Ben, si je propose plusieurs produits, je propose de la formation, du consulting, je propose aussi de l'accompagnement, du coaching par exemple, ben, dans mon formulaire, je peux rajouter une section pour que le client il choisisse lequel de ces services l'intéresse, sur quel service il a une question à poser. Je peux aller plus loin en rajoutant une petite case autre. OK, ben, j'ai une question à te poser. Ben, non, ça concerne pas le training que tu offres, ça concerne pas tes services de consulting, ça concerne pas non plus le coaching, mais je voulais demander, avec tout ce que j'ai vu, moi, ça m'a fait penser à autre chose, à l'accompagnement individualisé, par exemple. Donc, je pose une question, je coche autre et je dis, offrez-vous de l'accompagnement individualisé? En ce moment, plutôt que d'aller fouiller le courriel de la secrétaire pour retrouver tous les clients qui m'ont écrit, à partir du moment où j'ai mis en place un formulaire sur mon site Internet, j'ai une base de données derrière où je vais récupérer tous les clients qui m'ont écrit. Quel type de questions? C'est vrai que c'est des questions libres, mais en mettant en œuvre cette petite catégorisation pour un peu préciser la question, ben, j'ai la possibilité, moi, de savoir lequel de mes produits ou services intéresse plus mes clients que d'autres. Lequel de mes produits ou services suscite des questions. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que mon site a peut-être besoin de fournir plus de détails, plus d'informations ou pas, parce que ça peut être une méthode déjà de les emmener, mais en fonction du volume de questions qu'on reçoit, etc., on peut être emmené à optimiser tout cela. Donc, à mon site, je peux aussi rajouter des outils de marketing. Je peux partir de cette base de clients, de prospects, pour envoyer des campagnes. Voilà des personnes qui sont intéressées par mes produits. Je peux offrir, comme on fait beaucoup, une newsletter ou un e-book avec des informations qui vont attirer la clientèle, qui vont leur offrir un premier cadeau, une idée de ce que moi j'offre comme service. Mais pour moi, il faut être intentionnel, comme on dit souvent. Ben, mon intention, c'est de pouvoir avoir le contact de ce client-là. Il est venu sur mon site parce qu'il était intéressé par cette offre promotionnelle, par ce e-book que j'ai rédigé sur l'état de l'art de la communication, par exemple. Ça l'intéresse, OK? Il a pris cela, mais il peut peut-être être intéressé par d'autres produits. Pourquoi pas? Alors, j'ai cette base de clients et je commence au fur et à mesure à leur envoyer des informations sans être invasif non plus. Je fais attention à ce que je leur envoie. Je leur envoie de l'information ciblée. Tel client est intéressé par les services de coaching, ben je lui envoie des informations sur le coaching, sans lui dire, viens payer des services avec moi, mais en lui montrant mon expertise. J'ai réussi à créer une relation avec ce client-là, et demain, avec ce prospect, et demain, j'espère que il devienne un client de mes services, de mes produits. Donc, ce qui m'emmène à la gestion de la relation client, justement, qui nous permet donc, avec nos mailings, avec nos campagnes, voir comment le client réagit, quel client est intéressé par quoi, et continuer à proposer des services, des produits. Si j'ai un produit, par exemple, qui a une durée d'utilisation d'1 mois, donc je vends du gel douche, un gommage, un soin naturel, donc sans conservateur, que je ne peux pas, le client peut pas garder plus d'1 mois. Mais le client qui a acheté ce produit, c'est important pour moi qu'au-delà d'avoir le site où j'ai proposé le produit à la vente, que le client il achète
le produit et il n'entend plus parler de moi, non. Je vais lui rappeler au bout d'un mois que tiens, c'est bientôt la limite. Tu devrais penser à renouveler ton produit. Alors, quand j'arrive à une relation comme ça avec mon client, en fonction de la taille de mon entreprise, je peux aller au-delà du site Internet. Mais déjà, là, je propose un site vitrine et ensuite, je peux y ajouter donc le commerce électronique. Donc, on fait un site de e-commerce. OK? Mes t-shirts, je les fais, je vais les vendre en ligne. Je peux les vendre sur mon site à moi ou en passant par une plateforme comme Amazon. Et mon site à moi, ça peut être un site que je développe rapidement avec Shopify parce que c'est une plateforme qui est vraiment dédiée pour la vente en ligne. Donc, j'ai pas beaucoup de connaissances à avoir. J'ai besoin de connaître les produits que j'ai, d'avoir une offre et d'aller mettre mon offre. Donc, j'ai besoin de comprendre un peu la plateforme et alors je peux y aller seul. Ou alors, je veux créer un site pour moi et on verra ensuite comment est-ce que je fais quand je veux une solution spécifique pour moi. Et donc, avoir un site de e-commerce me permet de vendre non seulement aux entreprises, où je reste dans le modèle business to business, où je vends directement à mes clients, donc dans mon B2C, donc business to customer. Ça me permet de faciliter et même d'accélérer mes ventes parce que je peux atteindre mes clients n'importe quand, à n'importe quelle heure, puisque mon site, il est en ligne. Ce n'est pas une application desktop que le client a besoin d'installer sur son ordinateur. Non, c'est une application qui est en ligne, qui est hébergée et qui est accessible à tout moment. Je dois veiller aussi à cela. Je dois veiller en travaillant sur la maintenance de mon site, etc., qu'il soit disponible. Mais ce sera le but. Et donc, mon site, avec une plateforme de e-commerce, devient mon magasin virtuel auquel mes clients peuvent accéder n'importe quand, auquel des prospects, des gens que je connais pas, dans des régions où je ne serais pas partie, créer une implantation de ma boutique, auront aussi accès à mon produit tant que je propose la vente à l'international, tant que je propose la vente dans ces différentes régions-là. Derrière, c'est juste la réglementation qu'il faut vérifier et puis suivre. Si je suis au Canada, que je vais vendre mes produits en France, à partir du moment où j'ai un site Internet, quelqu'un qui est en France peut se connecter et payer mes produits. Juste ce que la réglementation va me demander, c'est que, tiens, ici, il y a certaines lois, il faut préciser aux clients. Au Canada aussi, sauf que ce n'est pas obligatoire. Donc, on voit pas mal de sites Internet où le fournisseur n'est pas obligé de donner des informations sur la gestion de la confidentialité qu'il fait avec les données de ses clients, sur l'utilisation de ces données-là et sur la possibilité pour le client de demander de retirer les informations et l'utilisation des cookies sur mon site, par exemple. Donc, c'est bien de le faire dans tous les cas, même si je suis dans un pays où la réglementation ne me l'impose pas strictement. À partir du moment où je commence à travailler avec des pays de l'Union européenne, par exemple, je suis obligée d'afficher en clair sur mon site ma politique avec les lois, avec le GDPR, donc avec la confidentialité des données, ce que j'en fais et comment est-ce que je respecte la vie privée de mes clients. Donc, une question de s'ajuster et mon entreprise, du coup, est internationale. Je peux offrir un libre accès à tous les clients comme un accès spécifique à certains clients. Ce qui me permet de réduire mes frais de service à la clientèle. Parce que si j'avais un service dédié pour des clients particuliers qui vont appeler parce qu'ils ont besoin de ça, parce que est-ce que je peux avoir ma dernière facture? Est-ce que je peux avoir l'état de mes comptes dans vos livres? D'avoir une solution en ligne permet que mes clients, justement, puissent se connecter directement pour y accéder sans avoir besoin explicitement que je sois là avec eux. Alors là, j'ai envie de m'arrêter pour vous demander,
un peu de me dire où vous en êtes dans vos entreprises, selon vous, aujourd'hui. Est-ce que votre site Internet, si vous en avez, est-ce que vous avez un site Internet? Est-ce que votre site Internet répond à vos besoins de communication avec vos clients? Alors, je vois le chat où j'avais des réponses tout à l'heure. Donc, une application pour recueillir les goûts et besoins de ses clients. Oui. Pour prendre des rendez-vous et publier les nouvelles créations. Exact. Ou une application de gestion pour les pièces. Donc, ça, c'était les différents types d'applications qu'on pourrait créer. Une application pour les commandes. Et tout dépend effectivement des entreprises. Et donc, oui, donc certains ont un site Internet donc, qui présente quelques informations sur les activités de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise vend un produit ou un service? Est-ce que l'entreprise, bon, on dira de manière explicite, oui, en général, oui, une entreprise vend un produit ou un service. Et des fois, oui, on n'a peut-être pas mis des informations sur nos produits ou nos services sur nos sites Internet. Est-ce que dans ce cadre-là, on se rend compte qu'on reçoit beaucoup de questions de la part de clients auxquels on aurait pu répondre directement en ayant un site avec beaucoup plus de détails? Et donc, ce qui nous emmène un peu à la gestion de la relation avec nos clients. Parce que le but de notre site ou de notre application serait de communiquer avec nos clients. Et oui, ça dépend des coûts. Oui, le but chez le marchand, c'est de vendre, exact. Tout dépend des coûts, mais en fonction de notre budget et en fonction de la stratégie qu'on aura définie pour notre entreprise, on peut se rendre compte que c'est un investissement qui est rentable dans le long terme. Il peut être rentable tout de suite, dépendamment de ce qu'on met en œuvre. Et il peut être rentable à moyen et long terme. Parce que ça va nous aider à optimiser notre manière de travailler, à gagner du temps, justement pour nous consacrer à autre chose. Donc, des études montrent que c'est un peu la loi de Pareto qui s'applique aux clients et aux entreprises, qu'en général, 20% des clients rapportent 80% aux entreprises. Les 20% des clients participent pour 80% des revenus d'une entreprise. On a tendance à aller chercher de nouveaux clients, à mettre en place beaucoup de stratégies pour chercher de nouveaux clients. Mais en oubliant les clients qui sont là. Parce que le client qui existe déjà, il est plus facile et il est moins coûteux. Il coûte moins 5 fois moins cher
que d'en acquérir un nouveau. Ça, c'est des études statistiques qui le disent. Il coûte 5 fois moins cher de garder un client que d'en acquérir un nouveau. On le voit avec le turnover dans les compagnies de téléphonie cellulaire. Quand on veut partir, ils sont prêts à faire une offre pour nous garder un peu plus longtemps. Ils sont prêts à faire une offre pour nous garder plus longtemps parce qu'on veut partir. Donc, du coup, c'est un client qui connaît mes produits, qui connaît mes services que je gagnerais à garder. Et donc, la relation client, oui, j'ai une question qui est, si l'entreprise n'a pas de budget pour un système de CRM, quel système suggérez-vous? Donc, effectivement, on part d'un site, on part du fait qu'on a déjà une présence en ligne et qu'on a une manière de recueillir des contacts, ne serait-ce qu'avec un site ou par des questionnaires sur les réseaux sociaux et d'autres, on se crée une base de contacts. Alors, notre relation client, on peut commencer simplement à gérer des campagnes avec des outils de mailing qui existent et il y en a de gratuits. On a MailChimp qui est gratuit. Il y a d'autres outils qui sont payants, mais à partir d'un certain nombre de clients. Mais MailChimp est gratuit jusqu'à 2000 contacts et on n'a pas de limitation d'envoi par jour. On a Sendinblue qui est très français, qui est gratuit jusqu'à 200 contacts, je crois. Et après, les coûts, c'est en fonction du nombre d'utilisateurs, du nombre de messages qu'on envoie par jour. Et l'avantage de Sendinblue par rapport à MailChimp, mais MailChimp est en train de rajouter cela maintenant, c'est qu'il offre l'automatisation. Donc, à mon site, je rajoute ce CRM qui me permet d'automatiser, c'est-à-dire quand un client m'envoie un message de tel type, en retour, je lui envoie un message de tel type. Et en général, dans les versions gratuites, on a moins de fonctionnalités, c'est sûr. Donc, c'est des produits d'appel. Et dans la version payante, je peux aller jusqu'à automatiser un message qui part à mes clients pour leur anniversaire, par exemple. Pour montrer au client combien je fais attention à lui, combien je le connais et que je me préoccupe de son bien-être. La preuve, c'est que son anniversaire est important pour moi. Même si j'en ai 100, 200, mais je vais leur envoyer. Mais si je dois le faire manuellement tout de suite, ça va m'agacer. Je vais pas le faire. Ou je peux me tromper. Alors, automatiser va m'apporter un peu la souplesse et la garantie du fait que ce sera fait et que je vais pas en oublier un de mes clients. Et donc, le fait de réunir des données sur mes clients, sur leur utilisation, j'ai ces données-là sur mes sites. Mais souvent, les sites n'ont pas forcément d'outils d'analytique. Des outils d'analytique, on en a de gratuits. On a le Google Analytics qui est gratuit. Mais c'est la mise en œuvre qui peut coûter un prix, de prendre un consultant ou d'aller fouiller un peu, de lire un peu ce que Google propose pour pouvoir le mettre en œuvre. C'est gratuit, Google Analytics. Après, il y a des outils, on n'est pas obligé d'être développeur pour rentrer du code dans les pages, comme on le faisait avant. Voilà, dans chaque page, il faut rentrer un code en en-tête et tout pour que la page soit référencée, pour qu'on puisse me retrouver dans les moteurs de recherche ou pour que moi, sur mon site, je puisse savoir d'où viennent les utilisateurs, les visiteurs, les prospects. Non. Aujourd'hui, en utilisant WordPress, qui est un outil pas mal commun, avec des modules, on a des modules qui sont gratuits, qui permettent d'intégrer Analytics. Mais tout ça à un premier niveau. Ensuite, avec l'utilisation, on pourrait décider, OK, je vais payer la licence pour avoir plus de détails. Mais le premier niveau déjà d'analytics, des outils analytics, me permet déjà de comprendre d'où viennent mes clients. Je vais voir dans un outil, par exemple, que j'ai 20% des clics sur mon site qui viennent de Facebook. 10% viennent d'Instagram. Alors, déjà, ça, c'est parce que j'aurais fait des campagnes sur mes sites, sur mes réseaux sociaux. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le site. J'ai mon site. En parallèle, j'ai mes réseaux sociaux où je vais aller de temps en temps poster des articles sur mon site, mettre le lien pour envoyer ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux à venir voir ce qui se passe sur mon site. Je donne une information. Je crée un article de blog aujourd'hui qui explique comment créer une application. Je vais aller mettre sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes intéressé par des détails? Pour plus de détails,
le lien, il est là, ils cliquent, ils viennent sur mon site. Si j'ai des outils d'analytics, voilà des données précieuses. Je saurai que oui, j'ai 20% qui viennent de Facebook, j'ai 10% qui viennent d'Instagram. Et alors, je vais me dire, OK, quel type de clientèle j'ai? Pourtant, j'ai beaucoup plus de followers sur Instagram que sur Facebook. Mais pourquoi? Mais Facebook, c'est beaucoup plus des adultes, c'est beaucoup plus des parents que des jeunes. Les jeunes, ils sont plus sur Instagram et beaucoup moins aujourd'hui, ils sont sur TikTok et tout. Alors, OK, Instagram, ils voient mes publications, mais ils ne cliquent pas pour en savoir plus. Et alors, moi, je vais réorienter ma campagne de marketing. Je vais beaucoup plus poster des choses sur Facebook parce que là, j'ai des gens qui sont intéressés par tel type de produit. Et ça peut me permettre aussi de segmenter. Si j'ai mis une offre ici et l'autre, je fais 50-50, je dis, OK, ce produit, je le mets sur Instagram, ce autre, je le mets sur Facebook et je vois combien vont venir sur mon site. Et les chiffres que je vais obtenir de mon site vont me permettre de voir. Et même sur mon site, j'ai plusieurs pages. Alors, les données d'analytics me permettent de voir quelle page est la plus consultée. Pourquoi les clients vont plus sur la page des services que sur la page des produits? Peut-être parce que j'ai commencé par parler de mes services, que je donne plus de détails avant d'aller sur les produits. Ou peut-être parce qu'ils sont plus intéressés par ces services-là que par mes produits, tout simplement. Et j'ai des pages où je vois jamais de chiffres, ils y vont jamais. Alors, ces pages-là, oui, si c'est des pages importantes pour moi, ben, je devrais faire un peu plus de promotion, je devrais les mettre un peu plus en avant pour que, ben, soient visibles et voir, en fait, la réaction des utilisateurs par rapport à ces pages-là. C'est peut-être des pages où il y a trop de tests, il n'y a pas d'images. Alors, ça les intéresse pas parce qu'ils ne lisent pas vraiment. Imaginez-vous, quand vous allez sur les sites, vous voulez aller très vite. Donc, est-ce que c'est parce que les caractères sont trop petits? Est-ce que mon site en français est beaucoup plus consulté que la version en anglais? Alors, est-ce que je gagnerais à détecter, plutôt qu'à détecter le navigateur, la langue du navigateur, est-ce que je gagnerais à mettre mon site d'emblée en français et ensuite, l'utilisateur va lui-même switcher sur l'anglais? Ça, c'est si mon site il est bilingue. Mais si je reçois, par exemple, si mon site il est que en français, que je reçois des questions en anglais, ben, je me dis, ah, tiens, je commence à en recevoir pas mal en anglais. Alors, peut-être qu'il serait temps d'aller offrir une solution bilingue et que mon site, ben, il puisse être disponible, que mes services, mes produits puissent être visibles dans les deux langues. Et alors, je peux décider d'aller plus vers un site bilingue. La gestion de la relation client, justement, à partir de tout ce que j'aurais fait, à partir de l'analyse de mes données, elle va me permettre de centraliser toutes les informations vers mes clients. Ceux qui viennent juste pour s'inscrire parce qu'ils sont intéressés par ma newsletter, je pourrais les taguer comme client newsletter, prospect newsletter. OK, ils sont intéressés par la newsletter. Ils la reçoivent tout le temps, ils ne se désinscrivent pas. Alors, quelque part, oui, mes services les intéressent, mes conseils les intéressent. À moi de trouver comment leur envoyer une information qui est personnalisée pour leur proposer un service personnalisé. C'est peut-être un service que je n'ai pas encore, mais que je vais commencer à proposer à partir de l'analyse des chiffres, à partir du retour que j'ai de mes clients. Je peux lancer des campagnes, un petit sondage pour en savoir plus sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils voudraient. Et il y a pas mal d'outils gratuits qui permettent de mettre tout cela en œuvre. Après, oui, je peux ne pas savoir les utiliser, je peux confier à un consultant ou je peux faire appel à des services plus ou moins standardisés comme sur Fiverr, des choses comme ça, où j'ai des consultants à bas coût. On peut regarder un peu tout cela. Et donc, si je personnalise mon offre vers les clients, oui, je leur montre que oui, je les connais, je les apprécie. Et tout cela peut me permettre donc d'optimiser mes rendements parce que je vais passer moins de temps à faire des tâches très manuelles et répétitives puisque je les aurai automatisées et que je les aurai déléguées à mon application.
Et à un moment donné, après avoir fait tout cela, j'ai mis en œuvre mon site. Je me suis assurée d'utiliser les données analytics que j'ai sur mon site. Mais les données m'ont permis de segmenter ma clientèle, d'améliorer mon offre, et je constate que je vends plus. Où est-ce que ma stratégie m'emmène? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue juste à dire, OK, je vais améliorer mon site, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit plus rapide avec tous les outils de SEO que j'ai remis en œuvre, donc d'optimisation. Je suis trouvé facilement sur les moteurs de recherche. Ma marque, elle prend de l'importance. Je suis présent. Alors, plus ou moins, je suis dans la cour des grands. Mes clients, ils reconnaissent mon produit, ils reconnaissent mon produit, l'identité de mon produit parmi plusieurs. Et j'ai des clients fidèles. Alors, je commence à me demander si mon site Internet est suffisant, si mon application web, donc mon site, avec le e-commerce, avec la gestion de la relation client, avec tout ce que j'ai rajouté, mes campagnes marketing et tout, est-ce que c'est suffisant? Donc, la stratégie numérique pour chaque entreprise dépend vraiment du contexte de chaque entreprise. Et la stratégie qu'on aura décidée à la fin dépendra aussi du budget qu'on peut y allouer. Donc, si j'ai plusieurs produits, j'ai une clientèle qui veut des produits spécifiques et qui sont prêts à payer parce qu'ils veulent être différenciés. Si mon site, quoique je l'ai optimisé pour les mobiles, puisqu'on a vu que les utilisateurs sont beaucoup plus sur un mobile que sur l'ordinateur. Donc aujourd'hui, quand je crée une application web ou un site Internet, si ce n'est pas une application mobile, je vais quand même m'assurer que la version mobile est disponible, est accessible, est présentable. Et donc, en termes techniques, on dit, est-ce que mon site, il est responsive? Donc, mon site, OK, il est responsive. À partir de mon téléphone, je peux facilement accéder à certaines fonctionnalités. Je peux facilement naviguer. Je me mets à la place de l'utilisateur. J'utilise mon site sur le téléphone. Je n'ai pas de difficulté particulière. Moi, par exemple, avec l'une de mes banques, sur le téléphone, j'ai moins de fonctions sur le site en version site Internet sur le téléphone. J'ai moins de fonctions, j'arrive à faire difficilement des choses. Il faut que j'utilise l'application mobile. OK? Encore, eux, ils ont l'application mobile. Mais alors, si mon entreprise n'a pas d'application mobile, il faut vraiment s'assurer que le site, il est responsive, qu'il permet à l'utilisateur de faire tout ce qu'il doit pouvoir faire sur un ordinateur, sur le téléphone, sur le smartphone et aussi sur la tablette. Il faut s'assurer que ces deux formats répondent bien à tout ce qu'on attend. Alors, quand on a dépassé tout ce stade-là et que nos clients veulent une présence continuelle, que nos clients veulent que notre produit a besoin justement que nous soyons continuellement avec notre client, à le traiter de manière spécifique, qu'il ait des données à lui qu'il veut consulter n'importe quand, qu'il peut avoir besoin de consulter n'importe quand, et que mon budget le permet, alors oui, je vais penser à créer une application mobile pour mon entreprise. Donc, j'en arrive au stade où mon entreprise a besoin d'une application spécifique pour elle. Je vends en ligne, je vends très bien, je suis sur Amazon, j'ai plusieurs produits où je suis pas sur Amazon parce que je vais garder la relation directe avec mon client, parce que je veux que mon produit garde cette spécificité-là. Alors, je vais commencer à me poser des questions et alors oui, j'en arrive à me dire que mon entreprise a certainement besoin d'avoir une application mobile. Mais pourquoi? Pour offrir quoi? Une application mobile offre quoi que l'application desktop ne peut pas offrir, que l'application web ne peut pas offrir, même utilisée sur le mobile?
ben, ça me permettra d'être visible pour mes clients à tout moment. Ils sont habitués à ma marque, ils connaissent ma marque, ils voient mon logo dans leur App Store, ils ouvrent l'application, tac, ils ont les produits, ils ont les informations qu'ils veulent. Je vais apporter de la valeur à mes clients là. Et je veux créer un canal de communication direct avec eux. Je ne veux pas qu'ils attendent, qu'ils envoient un message sur le site, qu'ils attendent. Encore que sur le site, je peux mettre en œuvre un chatbot qui va répondre de manière automatisée en enregistrant des questions précises. Mais mes clients, je veux qu'ils aient l'application mobile, qu'ils aient l'impression de communiquer directement avec moi en m'envoyant des questions ou direct qu'ils envoient leur commande parce que ben j'y pense parce que je suis en train de faire tac, j'ai pris mon téléphone, je veux accéder à mon application parce que mon application, au-delà de me vendre des produits, mon fournisseur, il me permet aussi de faire d'autres choses qui rentrent un peu dans mon quotidien et qui me permettent d'aller vite sur mon téléphone. Et alors oui, je veux renforcer la marque de mon entreprise. Donc je veux renforcer la marque de mon entreprise. Je veux mettre en œuvre tout cela parce qu'une application, justement, elle a un coût. Une application mobile, elle a un coût. Quoi qu'il y a des plateformes pour créer des applications gratuites, il faut avoir des petites connaissances, il faut avoir le temps à consacrer à cela parce que c'est pas forcément mon métier. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai besoin d'une application? Si oui, comment je fais justement pour en avoir une? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non, on est sage, pas de questions. Bon, j'espère que au moins c'est clair et que vous recevez voilà, les informations dont vous avez besoin. Alors, comment créer une application, justement? Donc, j'ai besoin d'une application. Donc, une application, quelle qu'elle soit. Ça peut être une application desktop. J'ai besoin d'une application. J'ai besoin d'une application de quel type? Une application de gestion des ressources humaines. Il en existe sur le marché. Ai-je besoin que l'application, elle soit spécifique à mon business? Est-ce que ma gestion de ressources humaines est très spécifique? Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que plus c'est spécifique, plus c'est coûteux. Coûteux en temps et en ressources. Il ne faut pas oublier qu'un projet, pour être mis en œuvre, même si on utilise la méthode agile, donc qui nous permet d'améliorer au fur et à mesure de l'avancement du projet, on a quand même besoin d'une définition de ce qu'on veut, ce qu'on appellerait un cahier des charges, donc au début du projet. Donc, j'ai une idée, mais il faut que l'idée, je la rende le plus claire possible pour qu'elle soit compréhensible de quelqu'un d'autre et particulièrement d'un développeur si je dois confier le développement de mon application. Alors, le fait de spécifier ce dont j'ai besoin va me permettre de me dire, ah tiens, ben oui, il y a telle ou telle application qui peut le faire. Alors, peut-être que moi, je ne le sais pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais solliciter un consultant ou une entreprise, ou même si j'ai une équipe en interne, pour travailler sur la définition de mes besoins. Donc, en fonction des besoins qu'on aura identifiés dans la phase d'analyse, et donc, il faut une phase d'analyse. Partir de l'idée, la spécifier pour dire, voilà ce que je veux, voilà comment je voudrais que ce soit. Et de la spécifier, soit avec le détail de spécification, je peux me rendre compte par moi-même que, tiens, je peux utiliser des outils sur le marché, des outils qui existent déjà, des outils clés en main, comme on dit. Je peux utiliser en interne parce que j'ai une petite équipe en interne qui s'y connaît un peu et justement qui a permis, dans la phase d'analyse, de voir que j'ai besoin
que cette application-là pourrait me convenir. Je peux prendre un temps un peu pour voir s'il y a un module qui est offert pour tester, pour voir un peu, pour évaluer l'application et prendre ma décision. Soit je fais appel à de la sous-traitance qui pourra donc me créer une sorte d'intégration de système, parce qu'il peut y avoir plusieurs systèmes qui existent et qui, en les intégrant, me permettent de trouver, de répondre à mon besoin. Comme je peux avoir besoin de la sous-traitance pour faire un développement spécifique que pour moi de cette application-là que je veux, ou alors, ben, je suis une grande entreprise, j'ai déjà un service informatique et j'ai tout ce qu'il faut. Et donc, mon équipe de développement interne va se charger de développer mon application. Mais tout cela est géré à partir du cahier des charges. Le plus important, c'est vraiment le cahier des charges, le cahier de spécification fonctionnelle. Même si je décide de le faire moi-même, partir d'un cahier des charges, peut-être avec une société qui est spécialisée dans du consulting et dans l'analyse des besoins, pourrait déjà, avec l'avantage d'offrir un œil externe, un regard externe sur mon activité, pourrait déjà m'offrir une vue de ce que, et ça permet déjà à un premier niveau de tester le niveau de compréhension de ce que moi, je propose comme idée. Parce que j'ai mon idée, ben c'est mon miroir en face. Et donc, une analyse gérée par un cabinet de consulting, l'avantage, c'est que eux sont experts en la matière. Ils ont l'habitude de le faire. Ils savent le faire. Ils connaissent le marché. Ils connaissent les produits existants sur le marché. Alors, on pense souvent que, ah tiens, mon idée, elle est révolutionnaire. C'est mon idée à moi. Elle est spéciale. Personne n'y a pensé. Et d'en parler à quelqu'un, on se rend compte que, ah tiens, mon idée n'est pas si spécifique que ça. Je peux l'adapter. Donc, le fait de partir avec des outils déjà existants, des outils clés en main, me permet d'être, non seulement d'aller rapidement dans mon projet parce que ces outils existent. Donc, je peux très vite faire le proof of concept, je peux très vite tester et voir si ça correspond à ce que je veux, si ça rentre dans les objectifs que je me suis fixés, si ça répond aux besoins que j'ai. Et c'est une manière d'aller vite, de réaliser cela avec la garantie que je peux avancer parce que si je choisis un outil du marché qui est pas mal connu, qui a de la cote, donc qui a toute une communauté de développeurs en arrière, ça veut dire que je peux même à partir de cet outil développer des modules spécifiques qui vont répondre à la partie de mon besoin que je ne peux pas rendre générique et qui vont me permettre du coup d'utiliser cet outil que tout le monde utilise, que beaucoup de personnes utilisent, et donc d'avoir des réponses rapidement à des préoccupations que j'ai, à un blocage que je peux avoir, même si je n'ai pas développé, je n'ai pas de développeurs en interne, même si je fais appel à une firme de consultants, ben si eux ne peuvent plus, si eux ne sont plus là, une autre firme de consultants pourra certainement faire évoluer mon produit parce que j'ai utilisé un outil connu. Et donc, ce choix-là, je ne peux pas le faire seule parce que je suis peut-être créatrice de bijoux, ben l'informatique, c'est pas mon truc, je ne sais pas le faire. Donc, je vais le confier. Je vais le déléguer, on va dire, parce que c'est moi qui, en tant que créatrice de bijoux, qui vais pouvoir expliquer tout le processus de vente, de la création à la vente, à cette entreprise pour qu'elle puisse me donner une solution qui correspond à mes besoins. Donc, pour moi, vraiment, tout est basé sur le cahier des charges, sur la base. C'est vraiment ça, la base. Et le cahier des charges va permettre de prioriser aussi mes besoins. Parce que j'aurais eu une étude complète de ce que je veux, de où je veux aller. Et alors, oui, le consultant peut même me dire que oui, pour faire ce type d'application, vous pouvez utiliser des outils comme Netlify qui existe, comme Microsoft qui est un outil aussi pour créer des applications mobiles. Pour créer une application mobile, par exemple, j'ai un formulaire, un fichier Excel que je veux que mes fournisseurs remplissent avec 4-5 données. C'est pas long à faire.
j'ai l'outil de Microsoft qui me permet de le faire rapidement. Et ça, c'est parce que j'aurais bien défini mes besoins, j'aurais discuté avec quelqu'un qui s'y connaît, que je vais me rendre compte que, tiens, j'ai pas besoin d'aller acheter quelque chose de développer quelque chose de spécifique à moi ou d'acheter un produit qui est plus lourd, parce que ce que je veux, c'est juste cette partie-là. Et alors, à cette partie-là, on va rajouter ce qu'il me faut pour qu'à la fin, j'ai une application. Si après, je veux une application du style des applications voilà, mobiles, du style une application bancaire, etc., avec le logo de mon entreprise, ma trademark, exactement les fonctions de mon entreprise, ce qu'il faut pas oublier, c'est que il faudra avoir l'application pour Android et l'application pour Apple. Avoir 2 développeurs en interne ou une firme de consultants permet de pouvoir mener ce travail en parallèle. Parce que je peux avoir un développeur en interne qui maîtrise les 2 environnements. Mais alors, c'est 2 développements différents. Et donc, c'est en fonction de mon budget et du temps. Si j'ai du temps pour permettre d'avoir mon application portée sur les 2 plateformes, alors on va attendre de développer mon application pour Android et mon application pour Apple. C'est 2 applications différentes. iOS et Android, c'est deux systèmes différents. Si les besoins d'application, mes besoins de rejoindre ma clientèle peuvent être résolus en rajoutant un CRM, un plan de campagne marketing à mon site internet, si j'utilise par exemple WordPress pour développer mon site, ben c'est des plugins qu'il faut que j'acquière avec de la consultance peut-être pour m'intégrer ces plugins-là, ou si je m'y connais, je peux intégrer directement ces plugins. Et donc, je peux partir de la version gratuite, je les intègre, je vois l'interaction, je vois comment ça se passe avec mes clients. Et après, OK, ben j'ai besoin vraiment là de l'intégrer. Et si mon interaction est correcte avec mon budget, je reste sur la version site internet, mais qui va être fonctionnelle, qui va être responsive, de sorte que du téléphone, l'utilisateur, il puisse y accéder. L'avantage là, c'est que mes utilisateurs peuvent être monsieur tout le monde, qui va aller taper dans le moteur de recherche, qui va trouver mon site et qui va commencer à interagir avec moi. Si j'ai une application plus tard, de la même manière, dans les moteurs de recherche, il va me retrouver, il va trouver mon application, il va la télécharger. Mais l'application, il faut que l'utilisateur décide de la voir sur son téléphone. Et donc, il faut vraiment avoir une base de clients constituée, une bonne base, des clients qui sont prêts à payer. Parce que là encore, il faut que je décide des solutions que je vais offrir. Est-ce que je vais offrir une application gratuite et derrière vendre mes produits? Est-ce que je vais offrir une application de style premium, donc qui est gratuite pour tout le monde, où ils ont des fonctionnalités de base, comme sur mon site, et après, quand il veut une fonctionnalité spécifique, il faut qu'il paye l'application. Donc, en ce moment, ça me permet de rentabiliser quand j'ai dû créer une application que ça m'a coûté. Et pour ça, il faudrait que j'ai des clients vraiment qui sont prêts à payer et que je sois sûre que ces clients-là veulent tellement être différenciés qu'avoir une application de ma marque dans leur téléphone les intéresse. Donc, ils sont prêts à payer pour cela. Et donc, à la fin, je viens pour vous dire, j'ai pas de réponse, je peux pas vous dire oui, mon entreprise a besoin d'une application. Non, mon entreprise n'a pas besoin d'une application mobile ou d'une application desktop. Il n'y a pas de réponse tranchée. Il n'y a pas de réponse vraiment oui, non de ce genre. Tout dépend de ce que vous aurez, vous, décidé de faire, de comment votre entreprise fonctionne, de qui sont vos clients, de quel type de clients vous avez et de comment vous voulez communiquer avec vos clients. Donc là, quel est le coût d'avoir une application justement sur l'App Store? Effectivement, déjà, il peut y avoir un coût pour développer l'application. Mais comme je dis, il y a des plateformes aussi gratuites qui permettent de créer des applications mobiles sans avoir de connaissances en développement.
Et ces plateformes-là proposent une solution d'hébergement, une solution de publication de l'application dans l'App Store. Et c'est là où on va payer, comme quand on héberge un site Internet. Les coûts vont dépendre de ce que vous mettez en œuvre et de comment est-ce que l'application elle est présentée au client. Donc, les coûts sont très variables, justement. Les coûts sont variables. Autant le coût de développement va varier en fonction du niveau de fonctionnalité de l'application, l'intégration avec les différents outils, parce que l'application, il ne suffit pas de la développer. Après, il faut qu'elle s'intègre. Il faut que l'application, elle corresponde aux standards de iOS ou de Google, d'Android, pour que l'application soit le plus intuitive pour l'utilisateur. Et c'est là où il y a un coût d'intégration pour l'utilisation de cette surplateforme qui va permettre que l'utilisateur n'a pas besoin d'une formation particulière à mon application, parce que mon application elle sera intuitive comme toutes les autres applications. En glissant comme ça vers le haut, je fais juste le scroll, ça doit pouvoir ouvrir une autre page. En glissant comme ça doit m'emmener le bouton, etc. Et ça, c'est des choses qu'il faut connaître et ça, c'est ce que le développeur peut savoir en fonction de ce que vous voulez offrir comme produit ou comme service dans votre application. Le développeur pourra vous dire ou le consultant qui va travailler sur le cahier des charges, quand il va créer le mock-up de votre application, une sorte de frame, le wireframe aussi on le dit, donc une sorte d'application avec tous les liens entre les différents modules, entre les différentes pages, sans forcément avoir des couleurs, des modules et tout, qui vous permet de visualiser l'application avant qu'elle soit développée, permet de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme action. Est-ce qu'on va scroller en haut pour faire certaines choses? Est-ce qu'on va plutôt pouvoir faire un zoom juste en utilisant les deux doigts comme ça là sur l'écran comme l'offre les téléphones mobiles? Et donc ça, c'est des fonctionnalités intuitives qu'on va être emmené à mettre dans nos applications pour que un utilisateur n'ait pas une courbe de connaissances avant de pouvoir utiliser votre application. Donc, le plus d'applications qui existent aujourd'hui, qui permettent de développer des applications mobiles, sont des applications déjà intégrées où on n'a pas besoin de connaissances en développement particulière, mais qui vous offre une interface très standard. Si vous voulez quelque chose de très spécifique à vous, donc c'est des interfaces standards, genre je mets mon logo en haut à gauche, je décide de mettre une image en haut et le test en bas, ou alors j'ai une image à gauche, mon test est à droite et je mets mes informations là-dessus. OK, tant que ça me suffit, je peux y aller, mais alors je reviendrai demander quelle est la différenciation qu'on voulait apporter au client. Est-ce qu'il faut avoir une application mobile pour avoir une application mobile? Si je vais juste utiliser quelque chose de standard, que mon client il prend l'application et que ça ne fait même pas waouh, qu'est-ce que j'apporte? Et donc, en mon sens, si on arrive au stade d'avoir une application mobile, autant avoir une application mobile qui différencie vraiment l'offre que j'envoie, que j'apporte au client, que sur mon application, le client ait l'effet waouh, qu'il ait quelque chose de plus que sur le site Internet, qu'il puisse avoir l'utilisation tellement facile et qu'il ait des outils en plus qui permettent qu'il utilise mon application plutôt qu'une autre. Parce que, elle offre ça en plus. Elle offre peut-être un petit calendrier de gestion où je viens et que je retrouve ce que j'ai déjà commandé chez lui ou que il s'intègre à mon agenda. Pour que si c'est un produit dont je parlais tout à l'heure qui s'épérime au bout d'un mois parce que c'est tout naturel sans conservateur, que une semaine avant la date de péremption, j'ai un petit rappel qui s'intègre donc à mon téléphone qui me dit ah tiens, ton produit de ton gel douche, il faut le renouveler, c'est bientôt le temps de passer ta commande et que déjà dans l'application, vu que le client il s'est authentifié, c'est l'avantage de l'avoir l'application sur le mobile, c'est l'application pour lui. Donc, il est dans l'application, alors il peut recevoir une notification dans l'application. Il ouvre. Quoi de plus aisé de l'avoir direct son produit dans le panier qui dit, ton produit, il est là. Alors, dernière action, je clique et je paye.
pour valider que, ben oui, je veux renouveler mon produit. Et donc, j'ai facilité la vie à mon client, je lui ai apporté une valeur ajoutée. Et alors, il est plus intéressé, plus à même de rester avec moi parce qu'avec les autres, il n'a pas eu ce service-là. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée, la différenciation. Je vais rejoindre mon client dans son besoin de différenciation. Je vais lui apporter ce que moi, je peux avec une application qui correspond à ses besoins, qui me permet d'être là avec lui 24 heures sur 24. Derrière, alors moi, je dois avoir tout ce qu'il faut pour être réactif. Quand il va répondre, le chatbot de mon site, je l'aurai automatisé. Il faut que sur le portable aussi, quand il envoie un message, je reçoive un message derrière. Il faut que je demande son consentement pour qu'il ait des notifications qui s'affichent et que je puisse lui afficher son joyeux anniversaire le jour de son anniversaire quand il se lève, qu'il voit le message que je lui ai envoyé pour son anniversaire et qu'il pense qu'il est important, qu'il se trouve différent. Et donc, le besoin de l'application mobile va aller répondre un peu à cela dans notre gestion, dans la gestion de notre relation avec nos clients. Voilà, donc je pense qu'on a vu ensemble donc les notions de base d'une application. Donc, on sait qu'une application est un logiciel, c'est un logiciel applicatif. On sait qu'une application web est le prolongement d'un site web, ce qu'il rajoute au site web. Donc, il y a un site d'information. Il rajoute donc l'interaction avec le client. Et donc, mon entreprise a besoin d'une application, a besoin de plusieurs applications pour gérer sa relation avec le client. Alors, je peux rajouter des modules à mon site Internet qui me permettent de communiquer de manière efficace à mes clients. Je dois, si ce n'est pas encore le cas, utiliser les données que je récolte avec mon site, toutes les données d'analytics. Et si je n'ai pas encore commencé à collecter les données d'analytics, il faut que je le fasse. Ça me permet déjà d'avancer dans ma relation client. Et alors, si mon application, mon site Internet et tout ce que j'ai mis en œuvre et les applications de gestion, aujourd'hui, c'était pas trop le cas, mais j'en ai besoin dans mon entreprise, des applications de gestion que je peux aussi plugger, que je peux lier avec ma solution de CRM qui me permet que les clients qui ont commandé, à partir du moment où ils ont commandé sur mon site Internet, ils sont aussi dans mon application. Et si j'ai une application derrière qui fait l'envoi, qui est connectée aussi avec mon site et que je sais que le client a reçu son produit à telle date, tel jour, etc., et que j'ai toutes les informations, je peux communiquer des informations spécifiques à mon client spécifique. Je peux écrire à mes prospects de manière ciblée en fonction de leurs questions, en fonction de leurs besoins, pour les orienter vers des solutions que j'offre. Je peux développer des solutions adaptées aux besoins de mes prospects en fonction des demandes que j'ai reçues de mon site parce que j'ai prévu justement ce genre de formulaire sur mon site. Je peux aller demander de la rétroaction à mes clients, avoir leur feedback sur mon site, avoir leur avis sur le packaging que je vais choisir pour un produit, un nouveau produit et continuer à développer ma relation client. Et si toutes ces solutions ne me suffisent pas, si mon entreprise commence à évoluer, mon entreprise est dans une phase de croissance et que mon entreprise a les moyens de s'offrir une application mobile pour avoir une présence constante avec ses clients, pour leur offrir cette différenciation-là et pour mettre en avant la marque, alors oui, une application mobile est la bienvenue pour compléter toutes ces applications que j'ai déjà dans mon entreprise, que j'utilise donc au quotidien. Et pour cela, la première phase, ce serait de s'asseoir, de prendre une feuille de papier vierge et de commencer à la remplir avec des précisions sur ce que je veux. Quelle est mon idée? Mon idée d'entreprise, quelle est-elle? Et des fois, rien que d'écrire mon idée, je vais être obligée de la préciser et me rendre compte que, tiens, mais en fait, je l'utilise déjà plus ou moins. Peut-être que je peux optimiser ça. Ou alors, non, mon idée, franchement, je ne l'ai pas. Alors, j'ai besoin de faire une analyse vraiment de mon besoin, de faire une analyse du marché. Qui est ma cible? Quelle est ma cible? Comment je peux les atteindre?
Est-ce que ce serait sur un ordinateur, plutôt une tablette, un téléphone mobile? Si le besoin est beaucoup plus sur le téléphone mobile, est-ce que mon site étant responsive peut suffire? Sinon, j'ai besoin d'une application mobile entièrement. Est-ce que mon budget me le permet? Est-ce que je peux le planifier et le faire progressivement si j'ai d'autres étapes à voir avant? Et donc, mon analyse de besoins, tout ça dans mon cahier des charges, avec toutes ces spécifications notées, avec à la clé une recommandation de quel type de personne, quel type d'entreprise pourrait m'aider à résoudre mon problème. OK. Est-ce que j'ai déjà 1 ou 2 développeurs en interne? Est-ce que leur payer une formation pour développer en interne ma solution serait suffisante? Est-ce que j'aurais besoin d'aller vers une solution du marché parce qu'elle m'offre plus de garanties, elle m'offre déjà l'avantage d'avoir été utilisée par d'autres que je peux utiliser, que je peux regarder, faire une évaluation avant de prendre ma décision finale? Tout est vraiment à vous, tout est dans votre camp. Si vous avez toujours des questions, on peut y revenir. Moi, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour vos questions aussi qui nous ont permis de discuter, d'avoir cette interaction-là. Merci Maria, si tu es là. Je te redonne la main pour gérer la suite. Ok, merci beaucoup. Merci Alice, Daniel, Maria, merci à vous. Merci pour votre apport. Et vous pouvez continuer à m'envoyer vos questions si vous en avez d'autres. Parce que le sujet, il est tellement vaste que le développer en 1 heure, 1 heure et demie, c'était un peu challengeant. Et puis bon, avec vos interactions, on a pu avancer, mais vous pouvez toujours continuer à nous contacter. Nous sommes là pour ça, pour vous assister, pour vous donner des conseils s'il le faut, et éventuellement pour vous créer des cahiers des charges pour vos futures applications mobiles, pour vos entreprises. Merci beaucoup. Merci Naidi, Sandra, merci. Merci Rose. Merci à tous. Au revoir.